RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons le député du Nord de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, félicitations. Merci. Vous avez été promu, vous êtes le numéro 2 du mouvement. Vous êtes le nouveau chouchou de Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, c'est la lecture médiatique qu'on ait faite. D'ailleurs, attendez avant de me féliciter que le vote soit terminé, parce qu'il y a un vote en cours. Je ne voudrais pas mettre à mal cette promotion. Oui, effectivement, et qui se termine le 8 juillet. Voilà. Non, plus sérieusement, vous en êtes où à la France Insoumise? On a vécu un peu en direct les turbulences et tensions qui se sont accumulées ces dernières semaines après la défaite aux Européennes. Il y a eu des départs marquants parce que c'était des personnalités de la France Insoumise. Il y a eu aussi les sorties fracassantes, notamment celle de Clémentine Autain qui voudrait une ouverture aux autres formations de gauche. Quel sera votre rôle dans tout ça en fait? Bon, ça fait beaucoup de questions en une, Olivier Truchot, mais en gros, ce qui se passe, c'est que le mouvement La France Insoumise, par nature, est évolutif. Il a d'abord, vous vous en souvenez, été pensé simplement pour soutenir une candidature à la présidentielle, celle de Jean-Luc Mélenchon, avec le succès que vous connaissez. En 2017. Puis l'élaboration d'un programme, et ensuite, il a dû penser le temps long. Moi, je ne veux pas ni relativiser ni minimiser l'échec que nous avons subi aux élections européennes, même si je crois, à la lumière de l'analyse que je fais depuis un mois de ces résultats, qu'il n'est pas possible de dire que le résultat de l'élection européenne annulerait le résultat de l'élection présidentielle, pour la raison que la nature de l'élection européenne, qui est un moment où s'exprime aussi une forte défiance vis-à-vis des institutions, et des institutions européennes en particulier, et que notre électorat est spécialement... vous. Oui, mais attendez, et que notre électorat est spécialement concerné par cela. Moi, je croise beaucoup de nos soutiens depuis un mois qui me disent... Honnêtement, je n'ai pas vu l'utilité de me déplacer pour ce scrutin. Je ne minimise aucunement l'échec, mais disons que je contribue à son analyse. Et puis vous dire aussi une chose, c'est que... alors des turbulences, des prises de parole des uns des autres. Je vais vous en parler, je réponds à toutes vos questions sans problème. Juste dire une chose aussi, c'est que le revers que nous subissons électoralement aux élections européennes, ça pourrait nous arranger de considérer qu'il n'est que français. Mais en fait, c'est plus grave que ça. C'est un revers qui est européen. Partout sur le vieux continent, notre courant de pensée politique, d'ailleurs, quelles que soient les formes partisanes, mouvementistes... Comment vous le définissez? Plus grave ou plus heureux? Non, je pense, monsieur... Oui, évidemment. Et moi, du coup, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est plus grave, cher monsieur, parce que le paysage politique qui se dessine partout dans l'Union européenne à l'issue de ces élections est finalement un espèce de duo. Alors, on dit que c'est un duel, mais pour moi, c'est un duo entre, d'une part, les libéraux de tout poil, qui sont les tenants de l'Union européenne actuelle, et l'extrême droite. Alors, vous pouvez penser que... Vous pouvez rajouter les écologistes aussi, quand même. Oui, j'y viens. Mais vous pouvez penser que ce paysage est plus heureux que le fait, par exemple, que la France Insoumise y parvienne. Mais je crois que ça n'est pas le cas. Parce que, voyez-vous, le paysage que je viens de décrire ne prendra pas en charge l'urgence climatique, ne prendra pas en charge l'urgence sociale. Et comme j'ai cru comprendre que vous étiez artisan, je crois, ne prendra pas non plus en charge le problème des petits artisans, des petits commerçants, ce que nous souhaiterions faire, cher monsieur. Donc, ce paysage politique, moi, m'inquiète. Et sur la question climatique, c'est vrai, Olivier Truchot, depuis l'élection européenne, tout le monde est écologiste. C'est bien, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on a dit ça, il s'agit de regarder quelles sont les propositions concrètes. On ne peut pas se satisfaire d'une simple prise de conscience. Si l'urgence est telle que les scientifiques nous le disent, autrement dit 12 ans pour agir, c'est des décisions radicales qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, les jeunes qui se mobilisent, c'était encore le cas hier, avec des formes nouvelles de mobilisation qui nous intéressent aussi à la France Insoumise, eh bien, ne s'y trompe pas. Il faut changer de modèle et le faire vite. Donc, mon rôle là-dedans... Sauf que quand on a conscience de cela, on va voter plutôt Jadot que Mélenchon ou Manon Aubry. Non, mais attendez, clairement, lors de l'élection européenne, il y a eu un espèce d'effet mécanique. Vous vouliez voter pour l'Europe, sans nuance, vous votiez pour Macron. À la fin, et c'est vrai que de ce point de vue, le référendum anti-Macron qui a eu lieu s'est retourné contre nous. Vous vouliez voter contre M. Macron, vous votiez pour Mme Le Pen. Peu importe finalement son programme, il y a plein de gens qui votent. Non, mais il y a plein de gens qui votent Le Pen et qui d'ailleurs pensent qu'en votant Le Pen ou le Rassemblement national, ils font un choix finalement qui consisterait à mettre un coup de pied aux fesses de tout le monde. Mais en fait, savent-ils que ce faisant, souvent ils se mettent un coup de pied aux fesses à eux-mêmes, parce que le vote RN, c'est un vote qui n'est pas pour l'augmentation du SMIC, c'est un vote qui est pour l'augmentation du temps de travail, c'est un vote qui est pour la même politique fiscale que celle que mène M. Macron. Bref, et nous avons sans doute eu peut-être un message trop complexe, c'est vrai. Enfin, complexe. Écoutez, vous savez bien tout le bien que je vous veux. Ah bon? En général, quand vous commencez vos interventions par ça, j'ai toutes les raisons de me méfier. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que nous sommes en train de réfléchir, de faire l'analyse sur les explications de votre échec. Et je trouve que le bon élément de comparaison, vous dites vous-même qu'il faut regarder l'ensemble du résultat européen et que la gauche ne brille pas où que ce soit, mais il y a quand même une spécificité ici. Vous dites que l'élection européenne n'est pas l'élection présidentielle et vous avez raison, mais
quand on veut comparer, par exemple, les deux courants populistes antinomiques, à droite et à gauche, vous voyez bien que le résultat du RN est infiniment meilleur que le vôtre, on est d'accord? De fait, oui. Parce que là, on n'a rien inventé. Alors même qu'au présidentiel, certes, Marine était mieux que vous, mais enfin, Mélenchon n'avait pas démérité. Donc il y a des analyses, moi je vois Madame Autain arriver sur les plateaux et expliquer doctement que ça va pas du tout, et elle laisse à penser que notamment la manière dont Mélenchon s'est comporté à l'égard des flics a coûté beaucoup. Je pense que l'explication est très insatisfaisante et qu'elle devrait se regarder elle, Madame Autain. Autrement dit, je suis dans l'analyse, je suis pas dans le jugement de valeur. Mais en toute honnêteté, est-ce que vous ne pensez pas que sur la question, par exemple, du Venezuela et de Maduro, et sur la question du clientélisme et du... Bien sûr, mais je me mets à la place des électeurs, j'arrive assez bien. Ah oui, ça les passionne, les électeurs, le Venezuela, c'est vrai. Non, mais allez-y. Non, mais moi, je veux bien, mais ne changez rien. Non, c'est intéressant, continuez. Ne changez rien. Moi, j'ai la faiblesse de penser que la manière dont vous avez appréhendé les sujets de politique extérieure, notamment le Venezuela, et la manière dont certains de chez vous, pas vous, ni quelqu'un comme Corbière, mais des gens justement comme Madame Autain ou Madame Obono ont appréhendé une manière de clientélisme islamiste, sont beaucoup... Mais non, mais, là, vous dérivez dans votre analyse. Moi, autant votre analyse m'intéresse, mais quand c'est toujours la même martingale à bout d'un moment. Mais allez-y, achevez, je vais vous répondre. Vous tirez les conclusions qui vous arrangent. Vous trouvez le bon mot juste. Je pense que vous avez choisi la martingale perdante. Et que si vous vous interrogiez, non pas sur les questions économiques, parce que je pense que sur les questions économiques, vous n'avez pas, c'est pas pour ça que vous avez été réprouvé. Si vous vous interrogiez là-dedans, sur la question migratoire, sur la question. Je pense que sur la question migratoire, la question identitaire, sur la manière, sur la 1h30 pour vous répondre. Là. Alors, il va répondre, Adrien Quatennens. Est-ce qu'effectivement, vous ne changez rien si vous voulez. Vous pouvez pas expliquer le vote Rassemblement National uniquement comme étant un vote anti-Macron. Il y a aussi la question migratoire, la question identitaire qui rentre dedans. Plusieurs choses. D'abord, sur le vote Rassemblement National. Évidemment qu'il y a un socle qui est idéologiquement convaincu par ce que raconte Madame Le Pen. Mais je crois pouvoir dire, et je pense qu'on peut partager cette analyse, que l'électorat du Rassemblement National, d'abord, ne lui appartient pas, d'une part, et qu'il n'est pas partout le même. Et qu'il y a plein d'endroits où les gens se disent c'est le vote, dans le Nord. C'est le vote, exactement, c'est le vote peut-être utile pour exprimer une colère. Moi, je dis d'abord, si c'est ça votre objectif, c'est un pétard mouillé, parce qu'en réalité, ça sert le duel qu'essaye d'installer M. Macron et qui est quelque part sa caution. Mais on pourrait dire la même chose pour voter pour vous. Est-ce que ça serait utile de voter pour France Insoumise? Oui, mais non, parce qu'en l'occurrence, voter pour la France Insoumise, quand vous êtes notamment de ces quartiers populaires, quand vous êtes des travailleurs précaires, que vous l'exprimez votre colère, vous faites le choix d'une colère qui sert aussi les intérêts que vous voulez défendre, celle de l'augmentation de vos salaires, du partage des richesses, ce que Madame Le Pen ne propose pas jusqu'à preuve du contraire. Bref, une fois qu'on a dit ça, pour répondre aux questions et à l'embryon d'analyse que vous faites, la part qui revient de critiques peut-être internes, moi je ne veux pas l'évacuer non plus, c'est que comme nous avons fait un objet politique neuf, c'est pas de la rhétorique. Un mouvement n'est pas un parti, parce que nous voulons rassembler au-delà des partis sur un socle qui est un programme. Bien évidemment qu'il y avait des manquements du point de vue de l'organisation. Et d'ailleurs, les évolutions qui sont en cours de validation par le vote des Insoumis permettent d'améliorer cette organisation. L'organisation du mouvement doit s'adapter aux tâches que nous avons à accomplir. Et de ce point de vue, je suis d'accord pour dire que sans doute il y avait plein de manquements. On cherche de manière progressive à y répondre et à nous améliorer. La nouvelle organisation, je pense, devrait le permettre. Ensuite, sur le débat qu'il peut y avoir et que pose par exemple Clémentine Autain, je ne veux pas éviter non plus. Bon, en gros, la divergence que nous avons, d'abord, elle n'est pas de fond, elle est stratégique, parce que je voudrais quand même vous rappeler que dans ce groupe parlementaire, nous sommes 17 de cultures politiques différentes, de parcours politiques différentes, même de façons de procéder différentes, vous le voyez, vous le constatez, mais sur 127 textes qu'il s'est agi de voter au Parlement européen, au Parlement français, nous n'avons jamais voté différemment. Nous avons voté toujours en cohérence. Elle dit qu'il faut ouvrir à gauche. Alors, tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est un débat stratégique qui est passionnant. Si effectivement il s'agit de dire que la tâche politique à accomplir dans le moment est de rassembler un camp, en l'occurrence la gauche, alors peut-être que ce que propose Clémentine Autain est la bonne solution. Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que je pense, à mon avis, que ce qu'il convient de faire dans la période n'est pas de rassembler un camp, fût-il la gauche radicale, etc. Mais quand on a d'élection en élection presque la moitié des électeurs qui décident
de ne plus y aller, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et celles et ceux, croyez-moi, qui se sont durablement installés dans la grève civique n'attendent pas que la gauche, fût-elle radicale, se rabiboche, se rassemble ou fasse quoi que ce soit ensemble pour venir voter. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes du quotidien concret. Moi, je pense que la France insoumise, son utilité dans la période, et ce que je voudrais faire moi, c'est que nous soyons véritablement, et c'est singulier dans le paysage politique, un outil au service de la réimplication du peuple en politique. Il faut que les gens cessent de penser, et ceux qui nous écoutent, que la politique, c'est le domaine réservé des spécialistes qui n'en font qu'à leur tête. Moi, il y a 2 ans de ça, et vous le savez, Olivier Truchot, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique, je n'ai qu'un BTS en poche, et je n'ai pas fait les grandes écoles qui visent à faire de la politique. Je suis donc, avec certains de mes collègues, la démonstration du fait que quand on s'implique... Et vous représentez cette nouvelle génération de politiques, vous avez 29 ans, vous avez un parcours qui est effectivement différent de... Mais c'est bien, après c'est pas suffisant pour incarner quelque chose de nouveau. On a quand même... Le sujet tabou, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon qui est à la fois une personnalité qui est, il a énormément de charisme, un grand orateur, qui a su convaincre effectivement près de 20% des électeurs présidentiels, mais c'est aussi son propre, c'est son propre défaut. Mélenchon, c'est les excès, c'est la perquisition, c'est cette façon de parler, d'exclure, etc. Et finalement, Mélenchon a peut-être creusé lui-même sa tombe. Si on se donne vraiment pour objectif de faire une analyse sérieuse, allons-y. Moi, je crois du coup que on ne peut pas considérer que toute l'explication tiendrait à la personne de Jean-Luc Mélenchon, parce que si c'était le cas, mais on peut pas l'exclure. Non, mais on va le mettre dans l'explication. Mais considérez d'abord que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a pensé et créé la France insoumise comme outil politique nouveau, qui a réussi à faire que tout de même 7 millions d'électeurs se regroupent autour d'un programme, l'avenir en commun. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. Ça, c'était en 2017. Au cœur de l'Europe, dans un pays capitaliste, que notre courant de pensée arrive à près de 20%, c'est-à-dire aux portes du pouvoir. À mon avis, il y en a quelques-uns à qui ça les a. La France n'est pas le pays le plus libéral d'Europe. Il est plutôt bien placé en la matière. Donc ensuite, dire une chose aussi, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, a ce rôle d'intellectuel qui a ouvert la voie, qui est notre principal porte-parole, c'est vrai, mais qui ne se soucie plus tant que ça des affaires courantes. D'ailleurs, vous le voyez, c'est aussi la raison de sa réorganisation. Et puis surtout, dire une chose, c'est que plus que tous les autres, et vous devez l'admettre s'il vous plaît, nous subissons des attaques répétées. Parce que, en l'occurrence... De qui ? Des médias, même dans l'opinion. Moi, j'observe d'ailleurs que ceux qui se servent, Olivier Truchot, de la perquisition, et je vais vous parler de la perquisition parce que je ne veux pas l'éviter, mais ceux qui se servent aujourd'hui de l'argument « Ah non, Mélenchon, c'est l'énervement, la perquisition », sont généralement ceux qui, de toute façon, avant les perquisitions, n'avaient pas l'intention non plus de voter pour nous et n'étaient pas non plus intéressés à notre programme. Mais simplement, maintenant, ils n'ont plus besoin d'argumenter sur le fond, de dire en quoi ils ne sont pas d'accord ou en quoi nos propositions ne seraient pas bonnes. Ils sortent leur joker, la perquisition, pour dire que finalement, Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas avoir un destin présidentiel. Alors moi, je veux dire une chose, le jour des perquisitions, Jean-Luc Mélenchon était intimement persuadé, et ça tient aussi au changement d'époque, que nos soutiens seraient larges, amples, sur tous les bancs. Parce qu'il avait en tête d'autres épisodes que vous devez connaître et que vos auditeurs doivent connaître. C'est que dans les années 70, la Ligue communiste révolutionnaire a subi des perquisitions parce qu'a priori une affaire d'armes à feu, ce qui n'était pas le cas à la France insoumise. François Mitterrand, qui après est devenu président de la République, est allé les soutenir. De la même manière au Parti socialiste dans l'affaire des radios libres. Regardez sur l'Institut national des archives, vous avez des images où on voit des gens qui sont devenus ensuite des gouvernants. Attendez, non, c'est important. Des gens qui sont devenus des gouvernants rentrer à coups de hache dans le siège du Parti socialiste et se foutre sur la gueule avec la police. Jusqu'à preuve du contraire, le jour des perquisitions, nous n'avons frappé personne. Et nous n'avons pas eu l'intention d'entraver cette... Mais il y a des poursuites judiciaires néanmoins, et on verra ce que dit la justice. Les poursuites judiciaires, elles se font même pas sur le fond de l'affaire. Parce que sur le fond de l'affaire, il n'y a rien. Elles se font sur la réaction. Attendez. Et par ailleurs, je termine. Je voudrais conclure là-dessus. Mais vous allez avoir le temps de terminer. Sur ce point, on se retrouve dans un instant. Non, s'il vous plaît. Sur ce point, je voudrais conclure. Le pape François, que je ne cite pas tous les jours, a récemment donné une conférence de presse dans laquelle il dit observer que partout dans le monde, là où il se déplace, quand des oppositions sont en passe d'y arriver, il observe une forme de judiciarisation de la vie politique. Observez que Lula au Brésil est en prison, que le juge qui l'y a mis a été promu, et qu'en réalité, s'il n'était pas en prison, il serait président de la République. Alors, Adrien Quatennens, vous devez voir qu'il y a aussi un usage de la justice dans un instant, en politique. Vous pourrez être interpellé par Fatima, par Johnny, J. William. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.